Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. À la cabine technique et à la prise d'image, ingénieur Égide Mimiro. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 2 décembre 2020, dont voici les principales articulations. L'esclavage reste une réalité dans plusieurs pays et le Burundi n'est pas épargné par cette pratique qui revêt diverses formes. Les réfugiés burundais déclarés persona non grata en Tanzanie, et ce à partir de l'année 2022. La déclaration a été faite ce mercredi par le chef du département en charge des questions des réfugiés au sein du ministère tanzanien de l'Intérieur. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des grognes des enseignants de Gishubi qui s'insurgent contre la mesure de leur directeur communal de l'enseignement, laquelle mesure les contraints à contribuer à la construction d'une université privée de la place. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Politique d'abord. Le Burundi traverse une période d'ethnicisation, un processus qui, selon les experts en politique, est déclenché pour des fins politiques. Valeria Alfieri, experte en sciences politiques et spécialiste de la région des Grands Lacs, rappelle que ce processus d'ethnicisation n'est pas nouveau au Burundi et qu'il a déjà causé du malheur au pays, d'où l'experte trouve très inquiétant le fichage ethnique des fonctionnaires d'État qui a été fait. Suivez l'experte Valeria Alfieri. On entend en effet parler de appartenance ethnique, identité ethnique, ethnicité, ethnicisme, etc. Donc une multiplicité d'expressions et on pourrait se demander à quoi ça renvoie tout cela. Pour ma part, je vous parlerai aujourd'hui d'ethnicisation. Je trouve que ce mot est le plus approprié pour décrire le contexte burundais. L'ethnicisation renvoie à un processus, c'est-à-dire à quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose que se construit, mais qu'on peut aussi déconstruire. On peut assister à l'ethnicisation d'un enjeu, d'une dynamique, d'une question, mais on peut aussi assister à une désethnicisation, et cela le plus souvent à des fins politiques. L'ethnicisation est donc un processus politique. Avant tout, un produit des rivalités politiques et de la lutte pour le pouvoir. Pour comprendre alors le processus d'ethnicisation de la vie politique, il faut analyser qui sont les acteurs de ce processus. Et surtout, il faut analyser le contexte dans lequel ces acteurs se situent. Dans quel contexte ils agissent. À certains moments de l'histoire du Burundi, l'appel ethnique a bien fonctionné pour mobiliser des gens. Dans les années 90, par exemple, il y a eu une mobilisation partisane, certes, mais aussi une mobilisation ethnopolitique. En 2015, en revanche, malgré les tentatives d'ethnicisation qui se succèdent sans cesse depuis, à la fois de la part du parti au pouvoir et de certains opposants, nous n'avons pas assisté à des massacres interethniques. Au contraire, nous avons assisté à des formes de solidarité au sein de la société burundaise. C'est comme s'il y avait un écart entre ce qui se passe dans la sphère politique et ce qui se passe dans la sphère sociale. Si en 93, vous appeliez des Hutus à tuer des Tutsis et des Tutsis à tuer des Hutus, il y avait des chances que ça se produise. Mais aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça ne se produise pas. Et c'est là parce que le contexte a changé et la perception ethnique a changé. L'identité est en fait quelque chose de pluriel. Au Burundi, on est des Hutus et des Tutsis et des Twa, certes, mais on est avant tout des Bahanza, des Bajiji, des Basafu, etc. On est des Bahima et des Banyaruguru. On est originaire de Kayanza plutôt que de Gitega ou de Bururi ou de Muaro, etc., etc. Donc l'appartenance clanique et régionale est souvent plus importante que l'appartenance ethnique. Et par ailleurs, Hutu et Tutsi, ce ne sont pas des ethnies au sens propre du terme. Cependant, tout discours sur l'appartenance nous inquiète. Les manipulations politiques des appartenances identitaires inquiètent. Et cela est bien normal, compte tenu de l'histoire du pays.
L'experte Valeria Alfieri s'est entretenue avec notre consoeur Inès Gakidzahi. Pour rappel, cette identification ethnique des agents de l'administration publique a suscité beaucoup d'inquiétudes. Les syndicats des travailleurs avaient demandé qu'il soit suspendu, une demande à laquelle le gouvernement n'a pas répondu. Il a par contre décidé d'étendre ce recensement ethnique au secteur privé et para-étatique, mais le recensement n'a pas encore commencé dans ces deux derniers secteurs. Et pendant que le Burundi peaufine son fichage ethnique, la Tanzanie, elle, clarifie enfin sa position par rapport aux réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Ces derniers ont une année pour quitter la Tanzanie. Décidé en commun accord avec le gouvernement d'Aïchimiye, ce projet a été dévoilé par le chef du département en charge des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Le point avec Vicky Chris Nineritz. La Tanzanie prévoit que tous les réfugiés seront rapatriés à la fin de l'année prochaine. Soudi Mwakibasi, cadre du gouvernement chargé des questions des réfugiés. Dans notre objectif que nous sommes fixés pour le rapatriement des réfugiés, à la fin de l'année 2021, aucun réfugié burundais ne sera sur le sol tanzanien. Cette autorité du gouvernement de Magufuli fait savoir que ce rapatriement des réfugiés a été sollicité par les présidents burundais et tanzaniens. Le gouvernement burundais veut que les Burundais réfugiés en Tanzanie rentrent. Evariste Ndayishimiye a demandé que ces réfugiés burundais regagnent leur pays natal pour le développer. Même le gouvernement tanzanien, via son président John Pombe Magufuli, a insisté que ces Burundais rentrent chez eux. En écho aux propos des présidents burundais et tanzaniens, Soudi Mwakibasi a indiqué que le réfugié burundais n'a pas de place en Tanzanie. Vous voyez que la communauté internationale commence à lever des sanctions prises contre le Burundi. Par exemple, le pays de l'Organisation internationale de la francophonie a déjà levé des sanctions financières qui pesaient sur le Burundi. Soudi Mwakibasi a tenu ses propos ce mercredi dans une émission de nos confrères de la radio France Internationale RFI, section Swahili. La Tanzanie héberge plus de 199 000 réfugiés burundais répartis dans 3 camps, dont Nduta, Mutenderi et Nyarugusu. Merci à toi, Vicky Chris Nineritsi. Avant de faire une pause, parlons santé, où certaines hautes autorités du Burundi violent les mesures de lutte contre le coronavirus telles que édictées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le dernier exemple en date est celui de vendredi dernier où une personne parmi les 3 testée positive ne s'est pas pliée à la mesure de confinement suite à l'influence de son mari qui est l'un des conseillers à la présidence de la République. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Une parmi les 3 personnes qui ont été testées positives au Covid-19 vendredi dernier à l'aéroport de Bujumbura est l'épouse de Jean-Marie Lolimilige, conseiller à la présidence de la République. Ce dépistage a été fait par des agents de l'Institut national de santé publique, INSP en sigle. Selon les informations en provenance de l'aéroport Melchior Ndadaye, ces personnes étaient à bord d'un avion de la compagnie kenyane, Kenya Airways, qui a atterri sur Bujumbura à 8h30 vendredi même. Toutes les 3 personnes testées positives ont été isolé pour un suivi médical. Par la suite, les mêmes sources indiquent que Jean-Marie Lolimilige est venu pour récupérer sa femme et l'amener à l'hôpital Kira. C'est ainsi que Lolimilige a téléphoné les agents de l'INSP pour leur dire que finalement, le test fait par les agents de la santé de l'hôpital Kira ont prouvé que son épouse n'a aucun signe de coronavirus. Cela a été fait dans le but d'empêcher que sa femme reste confinée comme ses 2 compagnons de voyage afin de subir un suivi médical selon toujours les sources de la RPA. Pourtant, tous les autres passagers à bord de l'avion ont été mis en quarantaine pour une durée de 72 heures. Jusqu'à ce mardi, nos sources font savoir que ces personnes n'avaient pas encore eu leurs résultats pour le test effectué. L'attitude de Jean-Marie Lolimilige a inquiété ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé. Selon eux, cela va à l'encontre des propos tenus en date du 18 novembre dernier par le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida. Ce dernier avait annoncé que quiconque entrera sur le sol burundais et passera outre les mesures de lutte contre le coronavirus sera considéré comme ennemi de la nation.
Ces derniers jours, nous voyons des personnes qui passent par l'aéroport ou bien par Kobelo et rentrent directement chez eux au lieu de rester à l'hôtel pour attendre des résultats du test. Nous demandons à toute la population, si vous voyez quelqu'un qui vient de l'étranger circuler dans le quartier, demandez-lui de vous montrer le certificat. S'il n'en a pas, ramenez-le à l'hôpital pour que les agents de sécurité se chargent de son cas. Son Excellence l'a très bien dit que celui qui passera outre cette mesure sera considéré comme un ennemi du pays. S'il vient de l'étranger, il doit attendre pour connaître son état de santé pour la protection de sa famille. C'est déplorable de voir une personne en provenance de l'Europe se présenter immédiatement dans des cérémonies ou à l'église. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Jean-Marie Lolimilige, conseiller à la présidence de la République, mais son téléphone était éteint. Quant à Tadendi Koumana, ministre de la Santé publique, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent éducation où un enseignant de l'école fondamentale de Rutagara, située en zone Mugendo, commune Nega de la province Kirundo, est reproché par d'autres enseignants de cet établissement de violer le règlement scolaire en portant l'uniforme du parti CNDD-FDD pendant les heures de cours. Ces enseignants demandent à ses supérieurs hiérarchiques de lui ordonner de couper court avec cette conduite. Rachel Kagissi. Cet enseignant qui porte l'uniforme du parti CNDD-FDD pendant les heures de service est connu sous le nom de Wiregea Pascal. Il enseigne en 3e année à l'école fondamentale de Rutagara, située en zone Mugendo de la commune Nega. Notre source révèle que souvent il dispense les cours dans cette tenue. Il porte souvent cet uniforme du parti, on dit que c'est la seule tenue qu'il possède, mais il le fait exprès pour intimider les autres. Nombreux critiquent son comportement. Il veut montrer qu'il aime le parti plus que les autres. L'un des parents indique qu'ils ont conseillé cet enseignant à plusieurs reprises, mais il leur répond systématiquement que personne ne peut le démettre de ses fonctions. Lorsque les parents lui demandent pourquoi il porte cette tenue du parti, il leur répond que c'est lui qui ne veut pas qu'il porte cette tenue, qu'il vienne lui démettre de ses fonctions. Il le fait en présence du directeur. Nous savons très bien qu'il est strictement interdit de porter l'uniforme du parti à l'école, même pendant la période électorale. Ses parents demandent aux responsables du secteur de l'éducation en commune Nega d'ordonner à cet enseignant d'arrêter son comportement. Contacté par la rédaction de la RPA, le directeur de l'école fondamentale de Rutagara, Didier Sengiumva, a rejeté ces informations. Il indique toutefois qu'il y a une salle située tout près de cette école où l'on tient les réunions du parti CNDD-FDD. Pour ce directeur, la confusion vient donc de sa participation dans ces réunions en tenue du parti. Rachel Kagiski, éducation toujours. Les enseignants de la direction communale de l'enseignement en commune Guichoui, nous sommes en province Gitega, dénoncent l'injustice que leur fait subir le directeur communal de l'enseignement dans cette commune. Ce dernier les contraint à payer une certaine contribution destinée à la construction d'une université privée de Tangoma pour avoir une attestation de service. Les détails avec Clovis Nyonzima. Depuis vendredi dernier, les enseignants de la commune Guichoubi sont contraints de payer une somme de 3 000 francs pour avoir une attestation de service. Ceci intervient suite au refus de ces enseignants de donner une contribution forcée de 3 000 destinée à la construction d'une université privée de Tangoma. Une contribution que ces enseignants ne comprennent pas. Un d'entre eux témoigne. Nous nous demandons comment on nous force à contribuer alors que cette université est privée. Nous travaillons pour l'État. Même si ce serait un service public, des consultations seraient nécessaires avant.
Ces enseignants révèlent que cette contribution forcée relève d'une persécution car il n'y a pas de loi qui les oblige à payer cette somme car l'attestation de service est gratuite. Si c'est une loi nouvellement instaurée qui nous dicte à payer une somme de 3 000 pour avoir l'attestation de service, alors qu'on le fait savoir comme ça, nous allons nous habituer à payer cette attestation, sinon qu'ils arrêtent de nous tourmenter en nous privant ce dont nous avons le droit d'avoir. C'est vraiment un harcèlement. Ces enseignants demandent au directeur communal de l'enseignement à Gishubi de respecter la loi au lieu de mettre en place ses propres règles. À ce propos, la rédaction n'a pas encore pu joindre Emmanuel Nyanziriye, le directeur communal de l'enseignement à Gishubi. Clovis Nyonzima, en parlant toujours d'abus de pouvoir, certaines autorités administratives et policières affichent réduisent-elles dans la mise en application de la mesure interdisant l'utilisation des sachets non biodégradables sur le territoire burundais. Pour le moment, même les secteurs qui ne sont pas concernés par cette mesure commencent à subir les assauts de ces autorités qui leur exigent des pots de vin. Le point avec Walter Huizer. Ce zèle dans la mise en application de la loi interdisant l'utilisation et la commercialisation des sachets non biodégradables s'observe dans les provinces du sud du pays, dont Rumongue et Makamba. Selon les sources de la RPA, dans ces provinces, les autorités à la base et les agents de la sécurité sont pointés du doigt dans cette activité. Bien que la population apprécie l'interdiction de ces sachets, elle indique en même temps que la façon dont on est entré de le faire est contre la loi. Cet habitant qui travaille dans le domaine de la construction témoigne. Les sachets utilisés dans la construction ont un rôle important dans ce domaine. Mais comme à l'intérieur du pays, les commissaires de police manipulent les lois comme ils veulent, ils suspendent sans souci les travaux sur les chantiers où sont utilisés ces sachets, mais c'est juste pour perturber nos activités, pour avoir des points de vue. Sinon, on ne peut pas ériger un mur sans l'usage des sachets au niveau de la fondation pour éviter l'humidité. Ceux qui travaillent dans la construction précisent que même si la police et les autorités s'ingèrent dans leur travail, le ministère de l'Environnement leur avait autorisé de continuer à utiliser ces sachets car aucun autre objet ne peut les remplacer dans la construction. Ils ne veulent que des points de vue, car ces sachets utilisés dans la construction sont différents de ce qu'on utilise dans les boutiques. De plus, dans la construction, je ne vois pas d'autres matériaux qui puissent les remplacer. Nulle part au Burundi, tu ne trouveras une maison construite sans l'usage de ces sachets. Néanmoins, le décret présidentiel du 8 août 2018, dans son article 4, sur la liste des sachets en plastique qui doivent être utilisés de façon exceptionnelle, figurent les sacs et sachets en plastique non biodégradables, les matériels en plastique utilisés dans les services médicaux, les emballages industriels et pharmaceutiques et ceux utilisés dans la construction et dans l'enseignement comme matériel didactique. Humura Burundi. Célébration ce 2 décembre de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée a été initiée par l'ONU dans l'objectif d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage encore présentes dans certains pays, dont le Burundi. La RPA a pu s'entretenir avec certains ressortissants burundais qui vivent le calvaire dans des pays arabes où ils ont migré en quête du travail. Trésor Nyongabo, reportage. Ces Burundais sont en grande partie des jeunes filles qui se rendent dans certains pays arabes à la recherche du travail. Ces pays sont entre autres le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Oman et la Turquie. Ces ressortissants burundais font savoir qu'une fois arrivés à destination, leurs droits sont bafoués jusqu'à être physiquement violentés. Il y a celles qui vivent le calvaire. Certains d'entre nous travaillent durement sans toutefois être nourris ni être rémunérés. Et à ces mauvais traitements s'ajoute le fait qu'ils sont même sérieusement battus. Ces Burundais soulignent également qu'ils font face à diverses formes de persécution. Ils indiquent qu'ils sont contraints de faire des corvées qui ne figurent pas dans leur contrat de travail. Les formes de persécution sont multiples. Ce qui est fréquent, c'est de nous faire travailler dans plusieurs ménages, alors qu'au départ, on nous dit qu'on va travailler pour un seul ménage. Ces ressortissants burundais font savoir que même ceux qui parviennent à échapper à ces mauvais traitements ne sont pas assistés ni par les organes de sécurité, ni par les agences de recrutement qui leur ont trouvé le travail.
La première chose qui nous attriste, c'est que les agences qui nous recrutent ne nous aident en rien. Quand on leur demande de nous assister, ils ne font absolument rien. Dans l'entretemps, les persécutions continuent. Si tu n'es pas enfermé, tu cherches tous les moyens possibles de quitter cet endroit et t'enfuir. Souvent, on se fait arrêter par la police pour être interrogé. À côté de la traite des êtres humains, l'Organisation des Nations Unies a fixé comme objectif de cette journée internationale l'éradication d'autres formes contemporaines d'esclavage telles que l'exploitation sexuelle, l'exploitation et le trafic des enfants, le travail forcé, le mariage forcé, le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés ainsi que le prélèvement illicite d'organes. Trésor Nyongabo. À ce propos, l'organisation ONLCT, Où est ton frère, une ONG burundaise qui lutte contre les crimes commis à l'endroit des femmes et des enfants, reconnaît ces faits dans un communiqué de presse qu'elle a animé ce mercredi. Cette organisation a demandé au gouvernement burundais de fournir plus d'efforts pour rapatrier ces personnes qui souffrent le martyre. Suivez Maître Mbaroukeye, il est le président de l'organisation ONLCT, Où est ton frère. L'esclavage existe bel et bien et il se présente souvent sous diverses formes, notamment la traite des personnes. En effet, en 2019, plus de 497 victimes de la traite ont été déportées à l'instar des esclaves à partir du Burundi vers les pays du Golfe arabe. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale ONLCT Où est ton frère demande au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Premièrement, de proposer, négocier et assurer le suivi des accords bilatéraux entre le Burundi et les pays de destination du travail des migrants burundais et de développer l'échange bilatéral et d'informations sur le marché du travail des gens existants dans les pays de destination et de publier les emplois identifiés. Secondo, de promouvoir les connaissances générales sur les pays de destination, de même que les législations afin de permettre au Burundi de défendre et de protéger les intérêts des travailleurs et migrants burundais se trouvant à l'étranger. Tertio, d'assurer le suivi et l'évaluation des agences officiellement agréées de recrutement des travailleurs et migrants burundais et de démanteler par la suite toutes les maisons ou agences de recrutement illégales de la main-d'œuvre burundaise qui le font même actuellement en violation flagrante de la loi afin de ne pas plonger des innocents dans l'esclavage moderne qui bat son plein, surtout dans les pays du Golfe arabe, et de punir très sérieusement les auteurs de cette criminalité transnationale conformément à la loi. Quarto et dernièrement, de rapatrier au Burundi toutes les victimes burundaises de la traite des personnes à partir de ces pays de destination, car la plupart d'entre elles sont victimes de plus graves violations des droits de l'homme là où elles se trouvent, surtout celles qui se trouvent dans les pays du Golfe arabe, car elles ne voient plus à quel sens se vouer. Et pour clore ce magazine, le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale des personnes handicapées. Au Burundi, le ministre ayant la solidarité dans ses attributions se réjouit du pas déjà franchi dans la recherche du bien-être des personnes handicapées. Selon la ministre de la Solidarité nationale, le Burundi se joindra au monde entier pour célébrer cette journée. Et le thème national choisi pour cette journée est « Brisons les barrières pour atteindre un développement inclusif, accessible et durable pour les personnes handicapées ». Suivez Imelda Saouchimike, il est ministre de la Solidarité nationale. Pour cette année, le thème international est « Reconstruire un mieux vers un monde post-Covid, inclusif, accessible et durable ». Au moment où celui retenu au niveau national est « Briser les barrières pour atteindre un développement inclusif, accessible et durable pour les personnes handicapées ». Nous nous réjouissons que cette journée intervienne au moment où le comité national chargé de suivi de la mise en œuvre, l'octroi de matériel de mobilité, la formation en métiers divers, l'appui en activités génératrices de revenus au bien-être des personnes handicapées, l'existence des écoles pilotes dans le cadre de l'éducation inclusive ont déjà été menées. Le chemin reste encore long, vu l'immensité des besoins qu'exige les prises en charge complètes. À cet égard, nous sollicitons l'implication de tous les acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour l'élaboration d'une feuille de route commune en vue de la mise en œuvre de la politique nationale déjà évoquée et de son plan d'action. Nous profitons de cette journée pour demander de laisser éclore l'humanité qui réside en chacun de nous et apporter
aux personnes vivant avec handicap notre compassion, secours, reconnaissance et considération fraternelle. Et au Burundi, les cérémonies officielles en rapport avec cette journée sont prévues ce vendredi 4 décembre et se dérouleront en zone Ngagara où sera officiellement inauguré un terrain de jeu adapté aux personnes vivant avec un handicap. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 2 décembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier ingénieur Egide Ngemelo qui était à la prise d'image et à la cabine technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.